Et vous, indeed. Merci beaucoup, Sabrina, de cette belle invitation. J'adore venir à l'Université de Sherbrooke et dans la région. Chaque fois, c'est un grand plaisir. Je regardais le petit clip, les deux petits clips que je n'avais pas vus déjà depuis un bon moment. En fait, ça fait presque jour pour jour que l'ouvrage est paru et que les clips sont effectivement sortis. D'ailleurs, vous pouvez les voir et les revoir, si le cœur vous en dit, en visitant le site www.tonhistoireduquebec.ca. Il y a énormément d'informations. Il y a un blog. Vous pouvez même répondre en ligne à cette fameuse question. Si vous aviez à résumer en une phrase ce qu'est pour vous l'histoire du Québec, qu'écririez-vous personnellement? Donc, et de revoir ces clips-là me repompe, on dirait, en ce sens que ce projet-là, j'aurais beaucoup aimé l'avoir quand je n'avais que 25 ou 30 ans. C'est probablement l'idée de recherche la plus simple que je n'ai jamais eue de toute ma vie, mais l'idée la plus fructueuse. Ce projet-là, vous savez, il est maintenant reproduit dans sa méthodologie, dans ses orientations, dans ses objectifs en France, en Suède, en Australie, en Catalogne, dans bien des endroits où tout à coup on s'est rendu compte que peut-être les jeunes en savaient davantage à propos de l'histoire de leur société que ce qu'on leur prêtait habituellement. Hein? Combien de fois avez-vous entendu dans votre vie, les jeunes savent strictement rien à propos de l'histoire de leur du Québec, par exemple. Ils sont des ignorants, ils sont amnésiques. Jacques Cartier, pour eux, c'est un pont à Montréal. Jean Lesage, c'est une autoroute. Soit dit en passant, pour les gens de Québec, Jean Lesage, c'est un aéroport, hein, et pas une autoroute. J'ai toujours pensé, parce que j'ai un immense respect pour les jeunes, j'ai eu personnellement 4 enfants, les miens ne sont pas meilleurs que les autres, mais j'ai toujours été émerveillé par l'intelligence des jeunes, par leur capacité à capter toutes sortes d'informations qui n'ont de cesse de circuler dans la société. Alors imaginez, quand on vient me dire que les jeunes ne savent rien à propos de l'histoire, c'est tout simplement, de mon point de vue, qu'on ne sait pas les interroger. Hein? Si on leur demande qui fut le premier ministre du Québec, entre vous et moi, là, on s'en fout. Hein? Vous avez tous des téléphones intelligents, l'info, vous pouvez la trouver en 3 secondes. Donc je me suis dit, peut-être qu'on pourrait s'y prendre autrement pour accéder, pénétrer au cœur de la mémoire historique, mais aussi de la conscience historique des jeunes. Je reviendrai sur ces 2 concepts-là tout à l'heure. Et l'idée a été tout simplement, on avait même commencé ça avec Sabrina quand elle était encore à Québec vers la fin des années 90. Donc, 2 questions très simples. Raconte-moi l'histoire du Québec comme tu la connais. On donnait aux jeunes 45 minutes pour produire un texte. Et depuis ce moment-là, j'en ai amassé, c'est l'un des corpus les plus volumineux au monde, près de 5000 courts textes produits par des jeunes, grosso modo, de 15 à 25 ans, répondant à cette fameuse question « Raconte-moi l'histoire du Québec comme tu la connais ». Et après avoir produit ce petit texte d'histoire, récit, mais ça peut être aussi, je dirais, une liste de faits, d'événements, donc une chronologie, si vous voulez, mais dans une chronologie, il y a aussi un récit implicite d'histoire, en quelque sorte. Certains y allaient du dessin, selon leur personnalité, je dirais. Et donc, ils avaient à répondre à une 2e question, simple mais difficile, et c'était l'exercice auquel ont été soumis certains politiciens québécois, mais aussi les jeunes, et c'était pas scripté, ça. Ce n'était pas scripté. Hein. On a vu à quel point les politiciens, avec leurs réflexes habituels, avaient l'impression de marcher sur des œufs, mais les jeunes étaient beaucoup plus francs. Et quand j'ai vu le clip, j'ai dit « Ah, quel bonheur! Mes hypothèses sont confirmées par des gens que je ne connais même pas. » Et c'est la journaliste du Soleil, Annie Mathieu, qui avait fait l'exercice sans que je ne sois dans le décor. Donc, si tu avais à écrire l'histoire du Québec, à résumer l'histoire du Québec, mais ils avaient déjà produit leur petit texte d'histoire, à résumer l'histoire du Québec en une phrase, un énoncé, une formule, qu'écrirais-tu personnellement? Ils avaient une ligne pour faire ça. Et le livre consiste dans l'analyse systématique des 3500 phrases qui ont été produites par des garçons, des filles, des gens de Montréal, Québec, des régions, des gens de secondaire 4, secondaire 5, collège, université, école privée, école publique, francophone, anglophone, bien sûr. Et donc, à travers ces 2 questions, il me semble qu'on se donnait les moyens précisément de permettre aux jeunes d'expliciter en quelque sorte non seulement une bonne partie des connaissances, pas l'ensemble des connaissances, en 45 minutes on ne peut pas faire ça, mais une partie des connaissances essentielles qui leur semblaient vraiment majeures, fondamentales, primordiales, par lesquelles ils pouvaient rendre compte de l'histoire du Québec. Et dans un 2e temps, ils avaient cette espèce de formule, hein, genre « on s'est fait avoir » ou
jadis, celle-là était un peu spectaculaire, il y avait des Amérindiens, ensuite des bûcherons, maintenant des indécis. Hein, une espèce de phrase, si vous voulez, qui est spectaculaire. Elles ne sont pas toutes cette qualité-là, mais qui, en quelque sorte, est une problématique. Vous n'avez pas un récit explicité dans cette phrase-là, mais vous avez en quelque sorte un axe directeur, un fil directeur, une idée centrale à partir de laquelle on peut conjuguer, on peut décliner toute une histoire. Hein? Si, par exemple, la phrase qui vous vient à l'esprit quand on vous demande « Raconte-moi l'histoire du Québec », dans une formule, c'est anglais contre français, bien, il est bien sûr que si vous aviez 50 années pour faire l'histoire du Québec, probablement que ce serait l'histoire du conflit, des tensions, de l'interdépendance entre ces deux grandes cultures qui, pour certains, sont fondatrices du Québec, qui, pour d'autres, ont toujours été comme des chiens de faïence qui n'ont jamais été capables de collaborer. Peu importe, mais en tout cas, vous avez l'essentiel d'une problématique. C'est intéressant de regarder le clip, hein? Conquête, on a perdu. La dernière, c'était On est des perdants. C'est revenu quand même assez régulièrement. Et donc, l'idée, grâce à ces concepts-là, finalement, est d'entrer au cœur, je dirais, des connaissances qu'ont les jeunes à propos du Québec, mais aussi de leur représentation, de leur vision. Vous allez me dire, évidemment, les jeunes ont des conceptions plutôt simplistes, ont des conceptions plutôt rapides de ce qu'est l'histoire du Québec. Très bien, mais on ne peut pas demander à des jeunes, hein, qui sont en quelque sorte l'incarnation de l'archétype du Québécois ordinaire. Là, on n'est pas dans le milieu des historiens, on n'est pas dans le milieu on n'est pas à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Sherbrooke ici. On n'est pas en présence de gens qui ont réfléchi systématiquement depuis des années sur ce qui était l'histoire du Québec. On ne peut pas s'attendre des jeunes, non plus que du public en général, à ce qu'ils aient des conceptions aussi bien enracinées que les nôtres, par exemple, à propos de l'histoire du Québec. Donc, il y a toutes sortes de conceptions assez farfelues, mais on est là précisément au cœur de la production du sens historique par des gens ordinaires. Hein? Et c'est extrêmement important, je pense, de voir comment, finalement, ces représentations-là, ces conceptions-là, cette conscience que l'on a de l'histoire se forme en dehors des murs, en dehors de l'enceinte de l'université. Et l'idée n'est surtout pas d'avoir, je dirais, un réflexe ou une attitude méprisante par rapport à ça. Hein? J'imagine que si un chimiste m'entendait parler de l'articulation ou de l'arrimage des molécules pour faire un objet quelconque, mais il rirait probablement jusqu'à la fin de ses jours. Au même titre qu'il se pourrait que je trouve que la conception, un chimiste, même universitaire de l'histoire du Québec, est particulièrement simpliste. Mais on est, comme dirait Mario Dumont, dans le vrai monde, dans la vraie histoire, dans la vraie chose. Alors, ce livre-là, à mon avis, permet d'entrer dans cet univers-là. Et là, Sabrina parlait tout à l'heure, elle a intitulé, je dirais, la séance d'aujourd'hui, « Je me souviens, la mémoire historique des jeunes Québécois ». La mémoire historique est quelque chose de très important pour moi, bien sûr, mais j'ai introduit, en quelque sorte, un autre concept, qui est celui de conscience historique, et au fond, la séance d'aujourd'hui aurait pu s'intituler « Mémoire et conscience historique chez les jeunes », mais il y avait aussi comment les jeunes, finalement, participent ce faisant, c'est-à-dire en apprenant un certain nombre de récits qui sont structurants de la société dans laquelle ils vivent. Donc, comment, en apprenant ces récits-là, ils intègrent des éléments de la mémoire collective. Donc, il y a quand même 3 concepts centraux, je pense, qui sont au cœur de l'ouvrage, mémoire historique, conscience historique et mémoire collective. Et je pense que l'un des défis, précisément, des sciences de l'éducation à l'heure actuelle est de voir quelles sont les influences de la mémoire collective sur la mémoire historique à l'intérieur même du système de l'éducation. On a souvent tendance, quand on s'intéresse à l'éducation des jeunes, à penser qu'ils n'apprennent des choses que lorsqu'ils sont en classe. Quelle naïveté de notre part. En ce qui touche à l'histoire, par exemple, les jeunes sont soumis à un bombardement d'informations historiques qui est encore plus grand quand ils sont à l'extérieur de la classe que quand ils sont à l'intérieur de la classe. Hein, en 2010, je reprends souvent cet exemple-là, peut-être que ça vous a sauté aux yeux, il y a eu la page couverture de Time Magazine, le fameux magazine américain, si vous voulez, où il y avait une question qui nous était posée: qui est le plus important historien américain à l'heure actuelle? A priori, tu essaies d'imaginer un historien majeur, je ne sais pas, peut-être Robert Darnton, hein, qui est passé de Princeton à Harvard. OK, non! C'était Tom Hanks,
Pourquoi Tom Hanks? Parce que Tom Hanks, qui est un homme particulièrement riche, finançait la fameuse série Pacific, qui était diffusée sur les ondes d'une grande chaîne américaine ou peut-être même sur une chaîne spécialisée chaque dimanche soir, peu importe quand, et qui était vue par des millions et des millions de téléspectateurs qui, en visionnant cette émission-là, bien sûr, se créaient des représentations qui leur permettaient par la suite de décoder et d'interpréter la guerre du Vietnam. Et cette émission-là avait beaucoup plus d'influence, je dirais, non seulement sur leur stock de connaissances, donc sur leur mémoire historique, mais aussi sur les visions qu'ils avaient, sur leur conscience historique à propos de ce qu'avait été, je dirais, l'implication des Américains dans le monde, dans la guerre du Pacifique à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mémoire historique. La bataille des plaines d'Abraham, vous connaissez tous ça. C'est un... En fait, c'est un événement historique dont on ne peut absolument pas nier l'avènement effectif. Mais si on ne s'en tient qu'à cet événement, c'est en quelque sorte, je dirais, un fait froid, objectif, qu'on a quelque part dans notre esprit, dans notre mémoire, qui est stocké. Imaginez que notre mémoire elle ressemble à une grande bibliothèque. Vous avez des millions et des millions de livres dont vous ne vous servirez jamais, la plupart dans votre vie. Donc, ces informations sont stockées. Bataille des plaines d'Abraham, ça existe quelque part. Mais tant que ce n'est pas activé par un désir sensé, conscient, de l'instrumentaliser en quelque sorte au service d'une vision, d'une perception, d'une représentation et d'une compréhension de ce qu'a pu être une expérience historique, il reste là, froid, désactivé. La plupart du temps, Bataille des plaines d'Abraham va être activé quelque part, parce que ce n'est pas juste un événement historique. Pour les Franco-Québécois, d'héritage canadien-français, c'est aussi un événement à connotation, à vocation et à effet identitaire. Donc, je différencie simplement mémoire historique, conscience historique. Ici, mémoire historique, Bataille des plaines d'Abraham. Conscience historique, et c'est une vraie phrase qui a été produite par un vrai étudiant, de peut-être une jeune fille ou une jeune femme, j'en sais trop rien. Tout a commencé par la défaite. Hein? Si tu avais à résumer l'histoire du Québec en une phrase, en une formule, en un énoncé, qu'écrirais-tu personnellement? Tout a commencé par la défaite. Mais là, c'est clair que cette personne-là parle de la bataille des plaines d'Abraham. Mais voyez-vous à quel point elle est en quelque sorte monumentalisée. Ce n'est plus simplement un moment de l'histoire du Québec, hein, qui suit un moment précédent et qui se situe dans une certaine continuité désactivée par rapport à des moments ultérieurs. C'est vraiment un événement, hein, qui fait sens pour le reste de ce qui survient par la suite. Si, par exemple, la phrase avait été « Tout a commencé par une collaboration », bien, vous imaginez que cette personne-là aurait probablement construit, produit un récit de l'histoire du Québec qui aurait été complètement différente de celle qui peut s'articuler, hein, qui peut s'élever en quelque sorte sur ce pivot fondamental. Tout a commencé par la défaite. Et tout a commencé par la défaite suppose que la personne, elle a en quelque sorte recyclé l'événement l'événement Bataille des plaines d'Abraham au service d'un récit, d'une vision, d'une représentation qui lui permet de mettre l'expérience historique du Québec en sens. Et là, on commence à entrer, je dirais, au cœur du triumvirat, si vous voulez, qui lie besoin de sens, construction de son identité personnelle, et en empruntant aux narrations, aux récits qui sont mis en circulation par des énonciateurs dans une société, permet de rallier l'identité individuelle à l'identité collective. Le troisième, je dirais, pivot de mon triptyque, donc mémoire collective, qui n'est pas la mémoire historique. Pour moi, mémoire historique, c'est tout simplement des informations qui sont stockées dans notre esprit. La mémoire collective, finalement, c'est le précipité, hein, qui est mis en narration, qui est mis en sens de tout ce qui est dit, de tout ce qui est vécu dans une société. Et ça, c'est mis en sens par des énonciateurs, des petits ou des grands paroliers, comme j'aime bien les appeler, et qu'on veut transmettre aux générations suivantes. Il n'y a aucune société dans le monde qui, bien sûr, ne produit pas ce précipité mémoriel de l'ensemble des relations à travers lesquelles elle se forme historiquement. C'est ce qui permet, bien sûr, aux héritiers, ou plutôt aux rejetons, de se transformer en héritiers. Vous arrivez maintenant, mais vous devez en quelque sorte
porter le passé de cette société, vous vous situez dans une durée, vous vous situez dans une continuité. Donc, mémoire historique, conscience historique, mémoire collective. Et donc, Sabrina m'avait demandé quand même d'insister peut-être sur un certain nombre de conclusions ou de résultats qui étaient sortis de la recherche. Bon, le plus spectaculaire, qui est surprenant, et c'est là-dessus que beaucoup de journaux, si vous voulez, parce que le livre a créé une espèce de buzz médiatique, si vous voulez, donc on fait du kilométrage, c'est qu'il est faux de prétendre que les jeunes sont ignorants de l'histoire de leur société. Les jeunes savent plein de choses à propos de l'histoire de leur société. Encore faut-il, comme je le mentionnais tantôt, savoir les interroger pour accéder au contenu de leur mémoire et de leur conscience historique. Les jeunes n'arrivent pas vierges de représentation historique quand ils suivent leur premier cours d'histoire nationale. Non seulement ils ont suivi, bien sûr, au primaire, mais c'est très variable selon les classes, selon les environnements scolaires. Ils ont acquis certaines connaissances d'histoire, les fameuses maisons longues, par exemple, des sociétés iroquoiennes. Chaque fois que j'utilise cet exemple, il y a des sourires qui se manifestent parce que je pense qu'on revient beaucoup là-dessus. Ben, ils le savent. Ils ont déjà acquis, maisons longues, oui, ça en énerve plusieurs, mais ils ont déjà acquis certaines structures dichotomiques. Amérindiens, Européens, Amérindiens victimes des Européens, etc., qui les achetaient pour des objets. On est très loin des thèses de Bruce Trigger sur l'acculturation réciproque ou sur les transferts culturels entre grandes cultures, si vous voulez. On est dans une structure hyper dichotomique ici, mais qui est simple, mais qui permet précisément aux jeunes de mettre en sens cette espèce de complication inépuisable du passé. Par ailleurs, ils ont acquis énormément d'informations à l'extérieur de la classe, les jeunes. Il y en a qui me sont arrivés, par exemple, avec la phrase, toujours souvenez-vous de la question, si tu avais à résumer en une phrase, une formule, l'histoire du Québec, on était tous des Soulons. Bon, on était tous des Soulons. Moi, vous voyez, j'ai un certain âge. Sincèrement, j'avais aucune idée de où cette formule-là pouvait provenir. Je me suis dit, c'est un type qui blague. Jusqu'à ce qu'un étudiant me dise, « Ouais, non, mais attention, c'est une phrase de l'une des chansons des Cowboys fringants. » Donc, je suis allé voir cette fameuse chanson des Cowboys fringants, je l'ai lue, et vous avez littéralement une problématique chantée. C'est court, une chanson, très forte. Enfin, bien sûr, ils disent qu'on a continuellement perdu parce qu'on buvait trop. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, probablement, mais vous avez une problématique de la perte continuelle découlant d'une espèce de non-volonté, d'absence de volonté, de nonchalance. Le jeune, qui connaît probablement peu de choses à l'histoire du Québec, ou connaît certaines choses, articule ces choses-là grâce à cette problématique de la soulonnerie collective. Vous allez me dire, mais on est tellement loin de l'histoire. On est peut-être loin de l'histoire telle qu'elle est pratiquée à l'université, telle qu'elle est enseignée à l'université, mais on est au cœur du sens historique qui est produit par des locuteurs qui vivent dans une société et qui ont besoin de mettre en sens cette espèce de monde qu'ils comprennent très mal. Au même titre que, vous écoutez comme moi le téléjournal chaque soir, probablement, et qui sont les bons, qui sont les méchants, qui avez-vous envie d'appuyer dans le conflit qui règne présentement au Moyen-Orient, notamment en Syrie? Mais ça devient à un moment donné extrêmement confondant, tellement il y a d'acteurs, tellement il y a de rameaux interprétatifs possibles. Je suis un universitaire, moi je veux m'exiler des conceptions dichotomiques des choses, mais à un moment donné, pour mettre un peu de sens dans cette confusion-là, tranquillement, presque naturellement, oserais-je dire, je me mets à revenir à ces espèces de visions un peu binaires qui m'ont été enseignées par mes parents, qui m'ont été transmises par mes parents. Pas les méchants, en me racontant ces espèces d'histoires du pauvre petit chaperon rouge et du gros méchant loup. Soit dit en passant, il y a une fameuse caricature que je n'ai pas utilisée ici, mais qui a été produite par le même caricaturiste, Garnotte, publiée, je ne me rappelle pas quand, j'ai l'info bien sûr, où c'était notre ami Bernard Landry, grand-papa Bernard ce soir-là, qui racontait une histoire à son petit-fils ou à sa petite-fille, peu importe, avec un espèce de petit sourire narquois. Et le petit-fils ou la petite-fille demandait « Grand-papa Bernard, raconte-moi encore une fois l'histoire du gros méchant Pet, Pierre-Éliott Trudeau, et du pauvre petit René. » Imaginez un jeune qui tourne cette page-là, peut demander l'explication. Vous allez me dire, mais bien sûr que l'histoire du Québec, elle n'est pas aussi simple que ça. On s'entend là-dessus. Mais vous avez là une structure métaphorique extrêmement puissante qui met le monde en sens et qui, encore une fois, stigmatise en quelque sorte
non seulement René Lévesque, mais tout le peuple franco-québécois notamment, comme étant les pauvres victimes. Hein? Combien de fois avez-vous entendu cette métaphore? On s'identifie au pauvre petit chaperon. Enfin, il ne serait pas rouge, il serait vraisemblablement bleu dans notre cas. Et du gros méchant, bon, dans ce cas-ci, Pierre Elliott Trudeau, mais ça pourrait être l'anglais générique, si vous voulez. Pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de conflit entre les Français et les Anglais, là. Pas là du tout. Mais est-ce que de s'en tenir à cette espèce de dichotomie qu'on a revue chez les jeunes qui ont répondu à la question tout à l'heure est suffisant, en quelque sorte, pour rendre compte de la complexité et des paradoxes de la condition historique québécoise? Là, j'en suis moins sûr. Ça va vite, 15 minutes, hein? Ce que je voudrais dire peut-être en terminant, c'est que les jeunes, et là on revient au concept de mémoire collective, restent éminemment pris. C'est pas vrai juste au Québec, c'est vrai en France aussi, c'est probablement vrai en Suède, c'est probablement vrai en Australie, dans ce que j'aime bien appeler les mythes-histoires constitutifs de leur culture d'appartenance. Qu'est-ce qu'un mythe-histoire? Bien, le terme est intéressant, c'est-à-dire que c'est un élément de factualité vécu. Par exemple, la bataille des Plaines d'Abraham, il n'y a personne qui remet ça en cause. Il n'y a personne qui remet en cause que cette bataille-là, elle a été perdue par les... D'ailleurs, là, il y a une interprétation possible, hein, par les Français, par les Canadiens, par les Amérindiens. Un historien comme Laurier-Lapierre, par exemple, si vous avez vu le film de Jacques Godbout, Le sort de l'Amérique, à un moment donné, fait littéralement une performance devant la caméra en disant « Quoi? Nous avons perdu la bataille des Plaines d'Abraham? Les Français ont perdu la bataille des Plaines d'Abraham, pas nous. Nous, on était des Canadiens. » Déjà, il y avait certaines proximités, mais certaines distances entre les deux groupes. Donc, les Français ont perdu la bataille des Plaines d'Abraham. Nous, on ne l'a pas perdue. Ça sonne. Si on n'a pas perdu la bataille des Plaines d'Abraham, où est-ce qu'on se situait par rapport aux nouveaux venus là, qui arrivaient dans le décor? Là? Bref, vous avez une compréhension complète. Donc, perdu dans les mythes histoires, donc, la bataille des Plaines d'Abraham, c'est vrai, mais 1759, ce n'est pas juste un événement historique. Je vous disais tantôt que c'est un événement identitaire, mais c'est surtout le produit de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été écrit, de tout ce qui a été redit et réécrit à propos de 1759. C'est la raison pour laquelle 1759 n'appartient pas qu'au passé, il appartient encore au présent. Souvenez-vous du débat qu'il y a eu là, à propos de la commémoration de la bataille des Plaines, notamment à Québec en 2009. Et c'est même un événement d'avenir. Hein? On conjugue en quelque sorte une histoire collective à partir de cet événement fondateur. Dernier point, mais vraiment dernier. J'avais préparé des notes pour 3 heures, Sabrina. Il faudra que je revienne. Non, c'est que cet ouvrage-là, plusieurs ont dit qu'il était en quelque sorte motivé, inspiré par mes positions supposées dans le débat sur l'enseignement de l'histoire. En fait, c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que cette recherche-là, qui a commencé bien avant le débat sur l'enseignement de l'histoire, a en quelque sorte nourri toutes les positions publiques et même privées que j'ai eues à propos de ce débat-là. C'est-à-dire que non seulement les jeunes connaissent l'histoire du Québec, mais, hein, c'est écrit même en 4e de couverture, l'histoire du destin tragique du peuple québécois, chez les francophones tout au moins, n'est absolument pas en train d'être remplacée par une vision déconflictualisée ou multiculturaliste. Quand on demande aux jeunes Québécois de raconter l'histoire du Québec, bien, c'est l'histoire de cette survivance collective qui revient, mais alors là, de manière très prééminente, je dirais. Et donc, à ce moment-là, en tant qu'historien professionnel et peut-être en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on fait devant ça? On ne peut pas se satisfaire. Donc, comment finalement, je dirais, intégrer, insinuer un peu plus de complexité dans ce récit-là? Comment, en d'autres termes, les défier dans leur compréhension, c'est les jeunes, comment défier les jeunes, comment défier les étudiants, les élèves dans leur compréhension de l'histoire du Québec pour les amener à découvrir quelque chose d'un petit peu plus complexe. Pas pour des raisons politiques, tout simplement parce qu'il me semble absolument fondamental pour un enseignant, à un moment donné, d'amener un jeune, un étudiant, mais ça devrait être vrai pour les politiciens à l'égard de la société, à sortir d'un univers du pensable pour commencer à découvrir ce qui relève de l'impensable. Mais ce qui relève de l'impensable, ça n'appartient pas à ce qui est impossible, ça n'appartient pas à ce qui n'existe pas. C'est juste qu'enfermé dans les mythes-histoires qui sont les nôtres, enfermé dans une problématique qui est la nôtre, par exemple, on s'est fait avoir, qui est interprétée par les jeunes tantôt, ça nous empêche, ce faisant, hein, de voir autre chose. On est en quelque sorte adhérent à ces mythes-histoires, munis de ces fameux déflecteurs
qui, dans la guerre de Star Wars, je l'ai écouté 100 fois, 4 enfants, empêchait précisément un vaisseau d'être détruit par, pas le courant électrique, là ça c'est vieux, mais par le rayon laser d'un vaisseau ennemi. Mémoire collective, mémoire historique, conscience historique. On est là. C'est le gros défi, à mon avis, des sciences d'éducation à l'avenir. Je vous remercie.